Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le président chinois est arrivé à Pretoria, en Afrique du Sud, pour une visite d'État. Aux États-Unis, 3 suspects sont recherchés après une fusillade qui a fait 14 morts, 14 blessés dans la ville de San Bernardino, en Californie. Les négociateurs venus du monde entier pour la COP21 ont commencé à travailler sur une solution pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. La Chine signe un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de copyright avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et le sommet du G20 de 2016 en Chine mettra en avant l'innovation et l'inclusion. Et à la une de l'actualité, les relations Chine-Afrique. Le président chinois Xi Jinping est arrivé à Pretoria pour sa visite d'État en Afrique du Sud. Après une salve de 21 coups de canon, Xi Jinping a passé en revue l'armée, accompagné du président sud-africain Jacob Zuma. À la suite d'une brève cérémonie, Xi Jinping et Jacob Zuma tiendront une rencontre privée suivie d'une cérémonie de signature et d'une conférence de presse. À partir de vendredi, le président chinois tiendra également 2 jours de pourparlers avec les dirigeants africains à Johannesburg, alors que le continent cherche à sécuriser davantage d'investissements venant de Chine. Une série d'accords devrait être annoncée pour des centrales électriques et pour des projets dans les infrastructures et l'agriculture. Le président chinois vient juste de terminer une visite d'État au Zimbabwe. Et en ce qui concerne les relations Chine-Afrique du Sud, les 2 pays ont signé 26 accords commerciaux et d'investissement. Le président chinois Xi Jinping, qui s'est rendu à Johannesburg en Afrique du Sud pour participer au sommet du Forum sino-africain de coopération, et son hôte, le président sud-africain Jacob Zuma, avait été témoin de la signature des accords il y a près d'1 heure. Les accords se réaliseront en 10 ans selon un plan stratégique dans les domaines du développement des infrastructures, des zones économiques spéciales, d'augmentation de la capacité de production, de l'énergie renouvelable et du développement des ressources humaines et de l'agriculture. 2015 areas of cooperation are the following. Les domaines de la coopération 2015 sont les suivants: l'établissement des industries, l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique du Sud, le renforcement de la coopération de la zone économique sociale, le renforcement de la coopération maritime, le développement des ressources humaines et la coopération financière. Cooperation and financial cooperation. À l'instant, le président Zuma et moi venons d'avoir des discussions fructueuses. Nous avons été témoins de la signature d'une série de nouveaux et d'importants accords avec d'importantes préoccupations pour renforcer le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique du Sud selon ces nouvelles circonstances. Et avant d'entamer sa visite d'État en Afrique du Sud, le président Xi Jinping a conclu mercredi soir sa visite d'État de 2 jours au Zimbabwe. Le président chinois et son homologue Robert Mugabe ont assisté à la signature de 10 accords lucratifs sur l'énergie, l'agriculture, la santé et les transports. Il s'agit d'un message fort délivré par le dirigeant dont le pays a été longtemps qualifié d'ami le plus proche et le plus chaleureux du Zimbabwe. 10 accords ont été signés mardi soir. Parmi ces accords, on retrouve un prêt d'1,3 milliard de dollars octroyé par la Banque d'import-export de Chine pour un projet d'extension énergétique. La Banque d'import-export de Chine va également financer le maillage du réseau national télécom avec de la fibre optique. Un accord pour construire un nouveau laboratoire pharmaceutique et la construction d'un édifice pour accueillir le nouveau Parlement. Par ailleurs, 3 autres projets énergétiques seront financés par la Chine et notamment par la China Africa Sunlight Company, la co-entreprise qui dirigera un projet de 600 MW à base de méthane extrait du charbon. 4 accords de coopération ont été également signés dans le domaine de l'aviation. Le Zimbabwe tente ces dernières années de redonner un second souffle à sa compagnie aérienne nationale,
qui possède déjà des avions chinois dans sa flotte. La Chine s'occupe actuellement de la rénovation de l'aéroport international Victoria Falls. Toujours dans le domaine des transports, un autre projet entre l'usine d'assemblage de bus AVM et la Beijing Automobile Assembly Company a été conclu. Cet accord aidera le Zimbabwe à améliorer son système de transport public. S'agissant toujours des infrastructures, l'approvisionnement électrique reste encore un problème crucial pour le développement économique du pays. La visite changera à coup sûr la vie des habitants du Zimbabwe. Si on regarde de plus près les accords signés au Palais d'État, les projets énergétiques tiennent une place prépondérante, ce qui est un signe encourageant pour l'industrie du Zimbabwe, laquelle est directement liée à la question de la création d'emplois dans le pays. Le secteur financier a également salué ces accords qui envoient un signal fort aux autres acteurs financiers pour soutenir le développement du Zimbabwe. Le Zimbabwe n'a pas d'argent. Ce dont le pays a besoin, ce sont des projets économiquement rentables qui lui permettront de gagner de l'argent depuis l'étranger. La visite d'État du président Xi coïncide avec l'annonce de l'entrée de la devise chinoise, le yuan, dans le panier DTS des monnaies du FMI. Le yuan est déjà légalement accepté comme devise parallèle au Zimbabwe. Des liens encore plus étroits pourront désormais stimuler l'économie du pays. Avec les différents accords signés, les habitants du Zimbabwe espèrent maintenant que ces grands projets engagés puissent rapidement se transformer en réalité concrète. La Tanzania-Zambia Railway, un projet d'aide chinoise complété il y a près d'un demi-siècle, sera l'objet des discussions dans les relations sino-africaines. Mais pour l'heure, cette compagnie n'est pas qu'une route de chemin de fer construite par la Chine en Afrique. Notre reporter Su Jiao-Tsun a visité un des tronçons de cette route dans l'est de l'Afrique. Une réunion heureuse qui n'est pas si fréquente pour les constructeurs de la Tanzania-Zambia Railway venus de 3 pays. Aujourd'hui, leurs expériences les plus dures sont devenues leurs plus intéressants souvenirs. Nous avons inventé un langage commun de façon à communiquer avec nos amis chinois. La Tanzania-Zambia Railway fait 1800 km et constitue l'artère principale entre plusieurs pays de l'Est africain. Près d'1 million de tonnes de matériel et 50 000 ouvriers de Chine ont été impliqués dans le projet. Toutefois, ces 10 dernières années, le chemin de fer a commencé à se faire vieux. Je dois dire que l'opération de cette ligne n'est pas satisfaisante. Le manque de fonds et de maintenance sont des problèmes majeurs. Il n'y a que 2 allers et retours par semaine. Heureusement, des lignes modernes sont en construction dans plusieurs pays, comme en Éthiopie et au Kenya, pour remplacer les anciennes, construites il y a plusieurs décennies. Une ligne reliant Addis Abeba au port de Djibouti sera terminée dans quelques mois. C'est la première ligne électrique conçue et construite à l'étranger par la Chine. Cette ligne de chemin de fer est importante pour notre économie. Elle va aussi améliorer l'image du pays. Les gens d'ici sont épatés par la rapidité des progrès réalisés sur ce projet. Je n'arrive pas à imaginer comment ils ont pu faire ça aussi vite. Durant les travaux, j'ai aussi beaucoup appris sur les technologies du rail auprès de mes collègues chinois. Les conditions naturelles complexes d'ici constituent des défis pour les constructeurs du rail. La chose la plus difficile est que les matériaux doivent être achetés en Chine. Nous devons faire beaucoup plus de préparation pour les matériaux. Très peu peuvent être obtenus ici. C'est très différent de tout ce que nous avons pu faire en Chine. Mais jusqu'à maintenant, tout va bien. L'Éthiopie est un pays enclavé. La route à 2 voies qui mène vers le port de Djibouti est presque le seul point d'entrée et de sortie du pays. Un accident de voiture peut provoquer des congestions majeures sur cette artère économique. Actuellement, un grand nombre de biens attendent d'être transférés de Djibouti en Éthiopie. Les autorités de la Ethiopian Railway suggèrent de commencer à utiliser des locomotives diesel avant des locomotives électriques. Su Jiao-Tsun, CCTV.
Et autre sujet d'actualité, 14 personnes ont été tuées mercredi 2 décembre dans une agence des services sociaux de la ville de San Bernardino en Californie du Sud. Une chasse à l'homme était en cours pour retrouver 3 suspects qui ont ouvert le feu. Jarod Burgoan, le chef de la police de San Bernardino, a déclaré que l'attaque s'est déroulée aux environs de 11 h du matin dans le centre régional local de San Bernardino, à environ 100 km à l'est de Los Angeles. On dénombre 14 morts et 14 blessés. Les 3 suspects auraient fui le bâtiment pour ensuite s'échapper dans un SUV de couleur sombre. Les négociateurs présents à la COP21, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ont commencé à travailler sur une solution pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mardi, les délégués chargés de rédiger un nouvel accord sur le climat se sont rassemblés dans le vaste centre de conférence de l'aéroport du Bourget à Paris. Au total, 195 pays participent au processus de négociation, chacun autorité et ses contraintes, ce qui a par le passé rendu un consensus impossible. Les points clés tels que le financement du passage aux énergies renouvelables est toujours l'objet de division. Lundi, jour d'ouverture de la conférence, la plupart des dirigeants ont pris des engagements volontaires de réduction des émissions. Le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de la différenciation des responsabilités. L'accord de la conférence de Paris devra prendre en compte les situations nationales de différents pays et mettre l'accent sur les résultats concrets. Il est impératif de respecter les différences entre les pays, en particulier pour les pays en voie de développement, au niveau des politiques internes, des capacités et de la structure économique. Lutter contre le changement climatique ne devrait pas nier les besoins légitimes des pays en voie de développement, dans la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. Est ajouté que la Chine va d'ici 2030 réduire ses émissions de carbone par unité de PIB de 60 à 75% par rapport au niveau de 2005 et augmenter ses sources d'énergie non fossiles dans sa consommation primaire d'environ 20%. Ces émissions de carbone atteindront un plafond à la même date. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les pays avancés devront laisser suffisamment d'espace de croissance aux pays en voie de développement, dans l'esprit de ce qu'il a qualifié de justice climatique. Le président François Hollande a annoncé que la France allait donner aux pays africains 2 milliards d'euros au cours des 4 prochaines années pour développer leurs énergies renouvelables et remplacer les énergies fossiles polluantes. Et le président américain Barack Obama s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 27% par rapport au niveau de 2005. Obama a été accompagné d'entrepreneurs et de philanthropes, parmi lesquels Bill Gates, pour lancer l'initiative Mission Innovation. Il espère galvaniser les entreprises privées pour améliorer les avancées technologiques dans la production d'énergie propre. Le bond en avant va nécessiter plus que des engagements d'aide au développement de la part des gouvernements. Il va nécessiter de la part du secteur privé des efforts et un engagement envers l'innovation et le capital pour continuer à réduire les coûts des énergies propres à travers le monde. C'est pourquoi nous annonçons ici, aujourd'hui, Mission Innovation. Les États-Unis, la France, l'Inde et 17 autres pays ont également promis de doubler les 10 milliards de dollars collectivement dépensés en recherche dans les énergies propres au cours des 5 prochaines années, mettant ainsi l'accent sur le rôle de la technologie dans la lutte contre le changement climatique. Il y a beaucoup de pression sur les dirigeants de la planète pour qu'ils concluent à Paris un accord visant à réduire la progression des changements climatiques. Cet accord va sûrement accorder une place importante aux énergies renouvelables. L'Agence internationale de l'énergie estime que l'énergie solaire deviendra la principale source d'électricité d'ici 2050. Avec plus de 300 jours d'ensoleillement, ce n'est peut-être pas une surprise que l'Espagne ait adopté l'énergie solaire. Le secteur contribue déjà presque 5% des besoins en énergie de l'Espagne. Une des raisons qui explique cela, c'est la centrale Gema Solar Telma Solar en Andalousie. Elle utilise environ 2650 héliostats, des miroirs commandés par ordinateur pour refléter la lumière du soleil sur la tour centrale. Des sels fondus sont alors chauffés à presque 300 degrés Celsius, produisant la vapeur qui génère l'électricité. C'est une centrale énorme. Sa superficie est équivalente à environ 250 terrains de football.
Mais ce n'est pas le chiffre le plus intéressant. La centrale est capable de fournir de l'énergie à 27 000 maisons et a contribué à une réduction des émissions de CO2 de 30 000 tonnes par an. Mais peut-être l'aspect le plus impressionnant de la centrale qui appartient à Torresol et qui a été développée par Sener, c'est le système de stockage qui permet de continuer à produire de l'électricité pendant 15 heures sans lumière du soleil. La centrale peut donc continuer à opérer pendant la nuit ou pendant le temps nuageux. Cela rend aussi l'énergie solaire plus facilement gérable et capable de répondre aux demandes. Le travail en cours sur une centrale semblable au Maroc qui est 5 fois plus grande. Cette capacité à stocker l'énergie solaire pendant de plus longues périodes de temps permet à ce secteur de voir plus loin. Mais certains remettent toujours en question si les énergies renouvelables pourront vraiment remplacer l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles. Du point de vue des ressources, je parle du solaire, des éoliennes et de l'hydraulique ou d'autres ressources renouvelables, elles pourraient fournir les besoins en énergie de toute l'Espagne. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y aura toujours une ressource pour un temps donné, pendant une heure donnée de la journée. C'est un problème de fiabilité. C'est la grande question des énergies renouvelables maintenant. La technologie n'est pas bon marché. Cette centrale a coûté 200 millions d'euros. Et plusieurs critiques se demandent si le retour d'énergie est suffisant. Mais les coûts sont en chute libre et on s'attend à ce que l'efficacité s'améliore. Au cours des 10 dernières années, l'énergie solaire a énormément progressé. Et que nous réserve l'avenir? Nous allons nous concentrer sur l'amélioration de la performance et sur les résultats, de sorte que nous puissions rivaliser avec l'énergie conventionnelle. En termes de baisse des coûts d'investissement surtout, il faut examiner les sommes impliquées et améliorer l'efficacité. En raison de l'énorme pression qui repose sur les épaules des dirigeants de la planète pour trouver des solutions au changement climatique, l'énergie solaire va sûrement jouer un rôle prépondérant pour garantir un avenir meilleur. Tandis que les dirigeants mondiaux se réunissent à Paris afin de conclure un accord visant à lutter contre le changement climatique, des millions de personnes subissent les effets d'un phénomène climatique particulier surnommé El Niño. Le terme fait initialement référence à un courant côtier chaud au large du Pérou et de l'Équateur, mais est utilisé aujourd'hui pour désigner des températures anormalement élevées dans l'océan Pacifique. On retrouve à cause de ce réchauffement anormal des eaux une faune aquatique tropicale jusqu'en Californie. Le phénomène El Niño représente désormais plus qu'une augmentation de la température des eaux dans le Pacifique. La vie aquatique normalement observable dans des régions tropicales telles que le Mexique ou Hawaï est à présent également visible en Californie. Des requins marteaux ont ainsi été aperçus au large de Los Angeles et pour la première fois, des serpents de mer venimeux ont été signalés au nord de la ville à Ventura. La présence de requins-baleines près de San Diego, de même que celle de thon jaune, est également symptomatique de ce phénomène. Les pêcheurs locaux n'ont jamais rien vu de tel. Nous avons non seulement attrapé le premier désert que ce bateau ait jamais vu en 35 ans de navigation, mais nous en avons également attrapé 5 cette année. Toute cette activité anormale est une aubaine pour les spectateurs, mais pour la vie aquatique, des eaux plus chaudes peuvent être problématiques. Les eaux anormalement chaudes chassent leurs proies habituelles vers des zones où les eaux sont plus froides. Nombreux sont des animaux qui ne peuvent plus les atteindre, qui meurent littéralement de faim. Des animaux tels que les lions de mer sont concernés. Cette année, ils se sont échoués dans des proportions inédites sur les plages californiennes. Ici, au centre de mammifères marins du Pacifique, 540 lions de mer ont été secourus cette année. Cela constitue un nombre largement supérieur à la normale. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'une fois remis à l'eau, les lions de mer s'échouent à nouveau, ce qui montre bien qu'ils ne parviennent plus du tout à se nourrir dans ces eaux dont la température a augmenté. Il est également très inquiétant de constater la constance du phénomène El Niño. Toutes les données récoltées convergent pour désigner El Niño comme le responsable du non-renouvellement de la biodiversité marine dans la zone. Dans le pire des cas, le phénomène pourrait finir par avoir un impact sur la population des espèces marines locales et les faire décliner au point d'en mettre certaines en danger. Si la mort de crabes en masse plus tôt cette année est annonciatrice de ce qui est à venir, El Niño pourrait à terme menacer plus d'une espèce dans les eaux californiennes.
Deuxième partie de cette édition, nous poursuivons avec la protection des droits de propriété intellectuelle qui est fondamentale pour l'économie basée sur le savoir qui entend garantir les efforts d'innovation. L'administration nationale chinoise du copyright a signé mardi dernier à Shanghai un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de copyright avec l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Il s'agit d'une avancée significative dans la coopération internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle. Au cours des dernières années, la Chine a transformé progressivement son modèle économique basé sur la main-d'œuvre à bas coût vers un modèle où l'innovation et la créativité sont devenus les nouveaux moteurs de la croissance du pays. Avec ce mémorandum, la Chine élargit sa coopération internationale et prend plus de responsabilités dans la protection de la propriété intellectuelle dans l'avenir. Les lois sur le copyright ont construit un équilibre particulier. Un équilibre avec d'une part les producteurs, les créateurs d'œuvres, d'autre part le public général qui bénéficie socialement des différents travaux créatifs. L'innovation sera le principal moteur de l'économie chinoise dans le futur et nous devons protéger les résultats tirés de l'innovation d'une meilleure manière afin de mettre en œuvre notre stratégie nationale relative à l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle et du copyright nécessite d'être davantage mise en avant sur notre marché domestique, mais aussi à l'étranger. La Chine prépare d'ores et déjà le sommet du G20 de 2016, dont elle assumera la présidence. L'événement aura pour thème officiel la construction d'une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. Ces préparatifs se déroulent en marge de la déclaration du président chinois Xi Jinping, selon laquelle l'économie mondiale entre dans une phase cruciale de son développement. Dans ce contexte économique difficile, la Chine en appelle à une coopération approfondie entre les pays du monde entier. C'est là le message porté par le pays qui présidera le sommet du G20 de 2016. Le plus gros défi auquel nous sommes confrontés dans cette période qui succède à la crise est le manque de vigueur de l'économie mondiale. La croissance est en berne et le chômage est en hausse au niveau mondial. Les mesures protectionnistes se sont multipliées et les pays ne se soucient plus que de leurs propres affaires. Or, dans de telles consistances, la coopération est très importante. C'est pourquoi le président Xi Jinping a proposé que le G20 devienne une plateforme de gouvernance mondiale à long terme. La Chine a également demandé aux nations membres du G20 de bien vouloir œuvrer dans le sens de plus de coopération internationale économique et de plus de concertation afin de résoudre ensemble les défis rencontrés par l'économie mondiale. La restructuration qui succède à la crise exige des solutions innovantes pour stimuler la vitalité de l'économie. Le principe d'interconnectivité signifie ouverture et coopération et l'inclusivité implique plus de concertation entre les pays. Tout cela est en accord avec les objectifs du 13e plan quinquennal. Le sommet du G20 de 2016 se tiendra en septembre prochain dans la ville de Hangzhou, à l'est de la Chine. Les experts observent que la présidence de la Chine pour 2016 témoigne d'une part de la confiance que la communauté internationale accorde au pays et d'autre part de la volonté de la Chine de s'impliquer davantage dans les affaires mondiales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.